je vous propose donc maintenant d'accueillir Joël Ancry pour la clôture de cette matinée. Donc Joël Ancry, vous êtes professeur émérite, référent scientifique de la feuille de route maladies neurodégénératives. Donc vous avez suivi nos échanges de la matinée. Quels sont un petit peu les messages que vous avez envie de partager avec nous à ce stade? Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé de faire cette conclusion, qui est une conclusion qui va reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites. Et je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des interventions qui étaient d'excellente qualité et qui étaient de très haut niveau et qui, bien sûr, ne sont pas étonnantes compte tenu de la qualité des intervenants. J'avais les espaces qui ont été décrits par M. Fernandez, c'est-à-dire le premier, l'espace familial, l'espace médical et l'espace social. L'espace familial était pour moi de rappeler simplement aussi quelque chose qui a été évoqué, qui est très important, c'est le rôle de la famille, le rôle des aidants, la souffrance des aidants par rapport à l'errance diagnostique, par rapport au diagnostic posé, par rapport au suivi, par rapport à l'évolution des troubles, et puisqu'on a beaucoup insisté sur la notion de maladie neuroévolutive, de bien montrer quand même que là, il y a toute une réorganisation et une prise en considération de l'entourage familial, de l'entourage des aidants, qui est quelque chose d'essentiel. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point était bien entendu de l'espace médical. Alors, on a beaucoup parlé de ça, bien entendu, c'est essentiel. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne médecine sans un bon diagnostic, sans un diagnostic précis. Et là, on voit bien, à travers les différentes interventions de mes collègues, de voir que le diagnostic n'est pas toujours facile à faire et que ça mobilise un certain nombre d'examens complémentaires. Et il faut reconnaître qu'au cours des dernières décennies, on a vu évoluer de façon extraordinaire l'évolution liée à tous ces biomarqueurs, qu'ils soient d'ordre biologique ou d'ordre lié à l'imagerie cérébrale. Tout cela est important, mais j'aimerais dire deux mots quand même qui est un petit peu en amont, c'est que l'ensemble du corps médical est toujours prenne en considération la plainte. C'est peut-être un peu grossier de dire ça, mais on a très souvent l'impression qu'on n'a pas entendu la plainte, que les patients ont dit des choses à leur médecin qui n'a pas fait attention à cela. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est très très important de prendre en considération la plainte du patient. Le deuxième point là-dessus, c'est bien sûr, derrière ça, c'est la problématique de la formation, et ça a été évoqué. On ne peut pas transformer l'ensemble des médecins de première ligne, des médecins généralistes, mais aussi des gériatres, voire des neurologues, tous en hyper spécialistes de ces maladies. Et il est important, il est essentiel que l'on puisse organiser les choses pour qu'on puisse faire appel aux bons spécialistes au bon moment. Diagnostic qui doit se faire, bien entendu, de façon le plus précoce possible, et mes collègues ont insisté sur la notion de précocité, de l'intérêt de ce diagnostic précoce, mais c'est vraiment d'avoir un diagnostic précis, tout en sachant que ce diagnostic peut quelquefois évoluer au cours du temps à la faveur de tel ou tel type d'examen. Donc on arrive bien à cette notion où, pour une bonne prise en charge, il faut que nous ayons un bon diagnostic. Et puis, j'ai envie de dire que je vais un petit peu insister, puisque là, vous me mettez en référence scientifique de la feuille de route, c'est l'espace social à travers les politiques publiques. Comme vous le savez, la France a développé toute une série de politiques publiques vis-à-vis de ces problématiques de santé depuis plus de 20 ans maintenant.
puisque le premier, plus de 20 ans, oui, puisque le premier plan Alzheimer était en 2001 exactement, après un rapport qui avait été remis à la ministre des Affaires sociales de l'époque. La France a eu toute une série d'actions qui a été menée, même on peut dire qu'elle a été un des premiers pays à s'intéresser de façon, en termes de politique publique, et mettre en place des programmes et des plans sur la maladie d'Alzheimer au niveau mondial quasiment, tout au moins même au niveau de l'Europe. Ces plans se sont concrétisés à travers un plan que vous connaissez parfaitement tous, parce que vous en avez tous entendu parler, du plan Alzheimer entre 2008 et 2012, et qui a été suivi par un autre plan qu'on a appelé maladie neurodégénérative, qui était le plan précédent qui cherche plus une problématique autour des maladies neuroévolutives, d'autres pathologies qui nécessitent aussi un intérêt important, comme la maladie de Parkinson, comme la sclérose en plaques, comme un certain nombre de maladies neurologiques qui s'accompagnent aussi, ils peuvent s'accompagner de façon fréquente de troubles cognitifs. À l'issue de ce dernier plan, qui s'est fini en 2019, le ministère de la Santé et le ministère de l'Autonomie, le secrétariat d'État chargé de l'autonomie, ont décidé, sur les recommandations de deux évaluateurs du plan, qui étaient le professeur Yves Joannet de Montréal et le professeur Alain Grand de Toulouse, de mettre en place une feuille de route sur les maladies neurodégénératives. Alors, cette feuille de route, c'est quoi? C'est une feuille de route qui a pour vocation de maintenir un certain nombre d'actions essentielles pour renforcer notre réponse collective aux enjeux des maladies neurodégénératives, et notamment à la prise en soin et à l'accompagnement des malades et de leurs proches aidants. Cette feuille de route, si vous voulez, c'est moins important en volume. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place et, pardon, et qui ont démarré avec un esprit très particulier. C'est une co-construction entre l'équipe maladie neurodégénérative du ministère, les directions des ministères elles-mêmes, les différentes directions, la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre de soins, etc., et les associations qui étaient réunies dans un collectif. Et ça, je crois que c'est un point important. Parmi les associations, bien entendu, France Alzheimer fait partie de ce collectif, et c'est clair. Et cette feuille de route a été mise en place au cours des derniers mois, là, qui viennent de s'écouler, et a mis en place un certain nombre d'actions à travers une dizaine, 10 axes exactement. Ces 10 axes, je ne vais pas vous les détailler en particulier, mais je voudrais insister sur certains. Le premier étant consolider les acquis en matière d'entrée dans le parcours. Et vous voyez que nous sommes dans la problématique que nous évoquions à l'instant par rapport à la démarche diagnostique, et à travers l'organisation dans notre pays de faire en sorte que cette démarche diagnostique puisse être réalisée dans les meilleures conditions possibles, en faisant appel aux différentes compétences et aux différentes structurations. Alors, bien entendu, Pierre a rappelé tout à l'heure le diagnostic gradué, la démarche diagnostic graduée qui a été faite en co-construction justement avec la Fédération des centres mémoire et le Collège de médecine générale, ce qui est un point important, qui a été porté par le plan maladie neurodégénérative. Mais aussi, il y a également, on a beaucoup parlé de formation, et il faut savoir que l'Agence nationale du développement professionnel continu, qu'on appelle la NDPC, a lancé un appel d'offres pour la formation des médecins généralistes
à la prise en charge, au diagnostic et à la prise en charge des troubles cognitifs, cette formation va se déployer dans les semaines qui viennent. Et puisque après, à l'issue de cet appel d'offres, il y a eu un organisme qui a été retenu pour cela. Également, il y a un autre point important, on en a peu parlé, c'est très à la mode, mais tout ça a encore besoin de se construire, c'est le rôle de ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée. Dans ces infirmières de pratique avancée, on est encore au stade où il faut développer une sorte de document de référence pour pouvoir préciser leur rôle. Et je pense que on aura comme ça un dispositif qui nous permettra de répondre au mieux aux besoins des patients. Deuxième élément, toujours dans cet axe, c'est d'intégrer l'expertise, bien entendu, des différents acteurs de proximité pour poser ce diagnostic précis qui nous semble essentiel. Aussi un parcours fluide pour les patients. Et là, vous savez que nous avons la chance d'avoir un territoire qui a été maillé depuis les années 2000 par des consultations mémoire, des consultations de référence et de recherche au niveau régional. Et tout cela est en train d'être retravaillé, si vous voulez, pour s'adapter à l'évolution justement à l'évolution des connaissances et faire en sorte, un travail va se faire au niveau de cahier des charges et la labellisation en 2022 de l'ensemble de ce dispositif. Il y a également, je n'insiste pas là-dessus, tout ce qui peut se faire en termes de centres experts également pour la maladie de Parkinson et pour la sclérose en plaques. Mais avec derrière ça tout le questionnement autour des nouveaux modes de financement. Et moi, je crois qu'il y a un point important aussi pour cela et pour répondre un peu à notre problème d'errance diagnostique, c'est de développer des indicateurs, et c'est prévu dans la feuille de route, qui est le délai d'accès au diagnostic par rapport au premier rendez-vous, et de permettre comme ça, par des enquêtes annuelles, de pouvoir vérifier que finalement, cette fameuse errance, comme disait M. Fernandez, entre le moment où on n'atteint pas l'objectif, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre l'objectif. Cette errance soit la plus réduite possible. Enfin, le troisième point, toujours dans cet axe, c'est l'éducation thérapeutique du patient, et c'est quelque chose, là encore, qui doit se développer. Donc, premier axe, c'était consolider les acquis. Mieux répondre, deuxième axe, mieux répondre au parcours, aux ruptures de parcours, et c'est là encore de permettre de consolider ce qui a déjà été mis en place en termes d'unité de pivot comportemental et pouvoir répondre au mieux aux troubles du comportement induits par ces maladies. Troisième axe, les malades jeunes. Et il faut rappeler quand même que nous avons plus de 55 000 personnes qui ont moins de 65 ans qui souffrent de maladies d'Alzheimer. Et ça, il y a des particularités, là encore, sur le plan du diagnostic, l'errance diagnostique, et donc à la prise en charge qui nécessite qu'au niveau des politiques publiques, on développe des choses particulières. Le meilleur accès à la recherche. Il ne peut y avoir de politique publique sans être et de prise en charge de ces maladies, sans un développement de la recherche. Vous savez que dans notre pays, nous avons, outre les centres experts régionaux, mais nous avons également 7 centres d'excellence qui ont été choisis à l'issue d'un appel d'offres par un jury international et qui sont là pour développer les recherches, j'allais dire depuis la molécule jusqu'aux sciences humaines et sociales. Et ce type de recherche est essentiel et il faut le consolider au mieux. Enfin, je citerai, mais là un peu en vrac,
adaptation de la prise en charge hospitalière. On a aussi des problématiques qui sont au niveau des urgences par rapport à ces patients. Comment sont-ils considérés? Là encore, problème de la formation des équipes soignantes pour la prise en charge de patients présentant des troubles cognitifs, etc. Donc tous ces éléments-là sont à renforcer, mais aussi il y a toute une série d'autres axes que je ne vais pas plus détailler en ce qui concerne le parcours du parkinsonien, en particulier la neurostimulation. On a évoqué tout à l'heure d'autres types de neurostimulation. La valorisation des efforts de la France en matière internationale, la prévention, et tout à l'heure Pierre Crolac-Salmon a évoqué toutes les pistes et tout ce qui peut se faire en matière de prévention, tout le secteur médico-social, toutes les expertises qu'on a acquis au bout des différentes années, un rôle très important qu'on essaye de développer au mieux avec des particularités professionnelles. On a évoqué tout à l'heure une question qui était sur les orthophonistes, mais aussi c'est toute la problématique du rôle des psychologues et des psychologues dans l'organisation du système et en particulier dans le système dans les services de soins infirmiers à domicile, et tout cela dans un ensemble autour de la démocratie en santé et ami des expressions anglaises, cher Fred Lee, et ami des démons. Mais donc, vous voyez que à travers tout ça, on voit bien que la porte d'entrée du système, elle est vraiment autour du diagnostic, et la réponse, elle doit se faire à ces trois niveaux-là, au niveau de la famille, au niveau du médecin et au niveau des politiques publiques, pour faire en sorte que ce qu'on a entendu ce matin de la part de cette patiente, ce qu'on entend quasi souvent aussi quand on interroge les gens, quand on entend également dans notre propre espace où on vient nous voir en nous disant que peut-on faire pour ma mère ou mon père, ce sont des choses qui me semblent encore trop fréquentes et sur lesquelles il faut que l'ensemble de nos politiques permettent de réduire ces délais. Un dernier point, si vous me permettez, et je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec mes collègues, l'âge en soi ne veut rien dire. L'âge en soi ne veut rien dire et qu'il faut arrêter d'avoir ça vaut pas le coup, il est trop âgé ou pas âgé. Le problème, c'est vraiment d'être à l'écoute de la plainte et de voir ce que l'on peut faire. On peut pas, comme l'a rappelé Claire, on ne peut pas toujours tout faire, mais il ne faut pas avoir des seuils d'âge dans lesquels on va dire on ne fait rien, on laisse les choses évoluer. C'est, comme disait Pierre, c'est un peu du passé. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai trouvé cette matinée très intéressante, excellente et j'espère pas trop dépasser mon temps. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur Ancry. Merci pour vraiment vos propos, cette très belle conclusion de la matinée. On mesure également tout votre engagement donc, sur cette feuille de route. J'ai envie de vous poser une toute petite question un petit peu provocatrice, vous me le pardonnerez. Les collègues européens, de nos collègues qui suivent, les politiques publiques au niveau international, s'étonnent un petit peu de la position, en tout cas de l'évolution de la position française, en disant effectivement, vous avez été les premiers à mettre en place un plan Alzheimer, et puis maintenant, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à la traîne et est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une avance qu'on avait peut-être capitalisée? Quel est un petit peu votre sentiment et qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces collègues européens? Est-ce que la France est en train de prendre du retard par rapport à une avance que vous avez rappelée? Vous avez entièrement raison de poser cette question parce que je partage tout à fait votre opinion. Je pense qu'on était tout à fait, quand je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout par excès, on était en très bonne position et moi je me souviens, puisque ça fait quelques années que je m'occupe de ces plans, où on avait nos collègues européens qui venaient voir ce qu'on faisait. Et j'étais invité souvent à venir parler des différents plans dans les différentes capitales européennes. Le problème, on a peut-être pris un peu de retard
mais toute notre ambition, et c'est pour ça, c'est un axe qui est bien marqué au niveau de la feuille de route, hein, c'est de valoriser ces efforts au niveau européen. Et moi, j'ai un grand espoir, c'est qu'au 1er janvier, la France présidera l'Union européenne et que ça sera, je pense, une bonne occasion de relancer, de reprendre un peu la place sinon de leadership, mais au moins de nous repositionner au niveau européen. Merci beaucoup, professeur Ancry, et merci pour votre engagement à nos côtés. Et bien, écoutez, je vous propose donc qu'on se retrouve à 14 h très précise avec effectivement un focus sur les troubles neurocognitifs importants d'origine vasculaire. Donc, à tout à l'heure à 14 h. Il me reste également à vous rappeler donc tout le contenu de cette matinée. Voilà, merci beaucoup pour vos messages de félicitations et d'encouragement, mais donc tout le contenu de la matinée sera bien évidemment accessible dans les prochains jours sur le site de France Alzheimer. Merci et donc à tout à l'heure, 14 h.